Voilà, c'est l'heure maintenant dans ce sens public de notre second débat de société. Vous le savez, on choisit volontairement décalé de l'actualité du jour. Gros plan sur la réforme du bac et la place des maths au lycée. Jean-Michel Blanquer va-t-il revoir sa copie? Premiers éléments de réponse avec Jérôme Rabier. C'était la promesse du candidat Emmanuel Macron et le grand chantier de Jean-Michel Blanquer, la réforme du lycée et du baccalauréat. Votée en 2018, elle repose sur deux grands principes. La fin des anciennes filières L, ES et S, remplacées par des épreuves de spécialisation, et le renforcement du contrôle continu qui pèse désormais 40% de la note du bac, avec également l'introduction d'un grand oral pour tous les bacheliers. Problème, une partie du monde éducatif dénonce des inégalités importantes dans l'accès aux spécialités. Et fin janvier, les sociétés savantes de mathématiques ont lancé l'alerte sur la chute spectaculaire du nombre de filles qui suivent des cours de mathématiques, alors que depuis 1994, leur part était passée de 40 à 47,5% en 2019. La réforme a fait chuter ce chiffre à 39%. Si le ministre de l'Éducation nationale assure qu'on pourrait remettre davantage de mathématiques dans le tronc commun, il persiste à penser que tout le monde ne doit pas faire des mathématiques poussées. Vous aviez des milliers d'élèves qui prenaient la série S, pas pour de très bonnes raisons, mais parce qu'il y avait une sorte de prestige qui était attaché. Ils étaient 50% environ à suivre des études scientifiques après. Aujourd'hui, ils sont plus de 80%. Une sorte de professionnalisation dès le lycée, au détriment de l'accès à tous au même savoir de base commun pour les détracteurs, comme Cédric Villani qui avait pourtant porté ce sujet au début du quinquennat. Mais quand l'idée m'a été présentée, j'avais trouvé que c'est une bonne idée. Et ce qu'il faut bien constater, c'est que la mise en place a été ratée et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas dans la grande majorité des établissements. La mise en place de la réforme avait entraîné une mobilisation très importante des syndicats enseignants et des organisations lycéennes, sans faire flancher le gouvernement qui considère sa réforme comme réussie. La place des maths au lycée, un enjeu de société. On en débat tout de suite avec mes invités. Sylvie Robert, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice PS d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture, éducation et communication au Sénat. Isabelle Gallagher, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Professeure de mathématiques à l'Université de Paris et à l'ENS Paris, directrice de la Fondation Sciences Mathématiques de Paris. François Durper, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue François, responsable du master éducation de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Versailles, initiateur de la semaine du bonheur à l'école. Voilà un joli programme et vous publiez Les écoles du bonheur, c'est aux éditions Tétraèdre. J'ai vérifié, je me souvenais plus ce que c'était. Une pyramide. C'est là qu'on voit que mes souvenirs de maths sont quand même lointains. Bref, Mathieu est toujours à mes côtés, évidemment. Et puis j'accueille également en duplex Pierre Mathieu, qui est directeur de l'Institut d'études politiques de Lille. Bonsoir, copilote du comité de suivi de la réforme du lycée. Je commence avec vous, Pierre Mathieu, et avec ce chiffre. C'est la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance qui nous le donne. 42,8% des élèves abandonnent la spécialité maths en terminale. Est-ce que vous vous attendiez à un tel reflux, Pierre Mathieu? Alors, je suis pas sûr que votre chiffre, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le dire. C'est plutôt de dire que à peu près 62 à 63% des élèves du bac général, parce qu'on ne parle ici que du bac général, pas du bac technologique, pas du bac pro, qui représente au total plus d'élèves que le bac général, je le rappelle. Donc à peu près 62-63% des élèves prennent maths en spécialité en classe de première, et ensuite à peu près 20% de ces 63% laissent les maths à la fin de la première, mais gardent pour la plupart d'entre eux les mathématiques en option complémentaire, n'est-ce pas? Donc voilà, je précise un petit peu les chiffres qui sont donnés là, mais c'est vrai qu'au total, ça fait moins d'élèves qui font des mathématiques en filière générale que c'était le cas à l'époque des séries, puisqu'à l'époque, il y avait à la fois les bacheliers S et les bacheliers ES qui faisaient des mathématiques, et ça représentait à peu près 85% des élèves. Oui, et ils ne le faisaient pas forcément par amour des maths, mais on va y revenir, ça, parce que c'était, je pense, un peu la philosophie de cette réforme. Sylvie Robert, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme du lycée, de la place des maths? Est-ce que le ministre doit, pardon, c'est facile comme expression, doit revoir sa copie? Alors, d'abord sur la réforme du lycée, parce que c'est quand même bien lié à cette réforme-là. J'ai souvenir, et M. Mathieu s'en souvient, l'avoir auditionné à la Commission de la culture et de l'éducation du Sénat. Et moi, je vous avoue que je n'étais pas contre, a priori, cette réforme. Je trouvais très intéressant de pouvoir casser ces séries. Et effectivement, la série S était devenue
une série qui était sélective, en tout cas qui était le laisser-passer pour tout. Oui, c'était la sélection par les maths. On allait à Sciences Po Lille, il valait mieux faire S que ES, alors même que ES était quand même dans un beaucoup plus, je trouve, généraliste en termes de formation. Mais j'avais pointé 3 écueils. Le premier, c'était que, parce que maintenant ce sont des spécialités, 3 spécialités et 2 spécialités en terminale, avec des combinaisons absolument incroyables, que tous les lycées de France et de Navarre puissent quand même bénéficier de l'ensemble des spécialités. C'était quand même... Donc ça, c'était le premier écueil. D'égalité territoriale, c'était quelque chose d'important. Le deuxième écueil, c'était qu'il y ait une vraie articulation avec Parcoursup et l'enseignement supérieur. Parce que si à un moment, on fait une réforme des lycées en considérant que les maths ne sont plus, on va dire, le laisser-passer pour accéder à un certain nombre de grandes écoles, par exemple, il faut que derrière, l'enseignement supérieur s'adapte et articule, en tout cas, dans les attendus, dans Parcoursup, les mêmes dispositions. Donc ça, c'était le deuxième. Et la troisième, je m'étais dit que c'était très important que dès le collège, et on va y revenir, je pense, il puisse y avoir un accompagnement dans le continuum éducatif, un accompagnement vraiment des jeunes pour qu'on puisse les guider en les orientant un peu, parce qu'en fait, ils ne vont que vers, finalement, ce qu'ils connaissent. Et avant, c'était quand même les maths. Alors, c'est très intéressant de voir que finalement, ils n'ont pas pris maths. En tout cas, pas suffisamment. Et que ceux qui prennent maths prennent vraiment maths, parce qu'il y a aussi spécialité maths expert, et on devient là et on y reviendra aussi, des spécialistes en maths. On y reviendra aussi, c'est l'un des chapitres, les jeunes filles ont... Et alors, en plus, avec une baisse des jeunes filles, on parlera des représentations. On parlera de ça tout à l'heure. Mais voyez, c'était quand même, le troisième écueil, c'était quand même qu'on accompagne. Oui. Donc il y a eu d'accompagnement dans les lycées pour, en fait, permettre à ce que les élèves prennent plusieurs combinaisons, parce que l'idée, c'était quand même qu'on ouvre les parcours. Mais pas suffisamment. Bon. La preuve, c'est qu'à un moment donné... Donc voilà, c'est mes 3 écueils. Ouais, j'aimerais bien savoir si M. Mathiot considère qu'ils ont été... On y reviendra tout à l'heure, mais je fais tourner un peu la parole, que tout le monde puisse s'exprimer. Isabelle Gallagher, je vais vous poser peut-être une question. À quoi ça sert ? À quoi servent les maths au lycée ? Très très bonne question, je m'étendais un petit peu, c'est assez naturel comme question. Alors, à quoi sert l'enseignement des maths, peut-être on pourrait se dire... Je crois qu'il y a 3 finalités à l'enseignement des mathématiques au lycée. Il y en a une qui est évidente, alors on va peut-être l'évacuer assez vite, c'est former des enseignants de mathématiques. Oui. Mais c'est important parce qu'on en manque. On en manque, mais on pourrait dire si ça sert qu'à ça, peut-être qu'on pourrait arrêter. Ça sert également à former des mathématiciens et des mathématiciennes. Donc ça, c'est évidemment très utile. Mais ce n'est pas les seules finalités, je pense. La seconde finalité, c'est former des scientifiques, tout simplement. On dit qu'il faut des ingénieurs, la France manque d'ingénieurs, et il faut former des ingénieurs, et il faut des mathématiques pour faire de l'ingénierie. Il faut aussi des mathématiques pour les sciences en général. Donc, que ce soit physicien, chimiste, économiste ou biologiste, il faut des mathématiques. Donc, il faut former des scientifiques. Et la dernière finalité, qui est peut-être la plus importante, je pense, c'est former tout simplement des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire des personnes qui comprennent les chiffres qu'on leur assène en permanence. Surtout, on a vu là, avec la pandémie, qu'on a passé tous les jours, on était abreuvé de chiffres et de courbes et de tableaux et de graphiques. Et si on ne sait pas les lire, si on ne comprend pas les chiffres qu'on nous assène, eh bien, je pense qu'il y a à peu près deux solutions. Soit on peut les rejeter et ne pas croire les scientifiques parce qu'on ne comprend pas quand ils parlent, ou bien au contraire se dire, comme je ne comprends pas, j'accepte tout ce qu'on me dit et je vais plutôt croire la personne qui est la plus convaincante que la personne qui dit les choses réelles. Donc vous diriez quoi ? Que la réforme telle qu'elle a été abordée, finalement, elle remplit moins le 3e objectif parce qu'il y a moins d'heures de maths dans Absolument. le tronc commun, c'est ça ? Voilà, je pense qu'il y a 2 problèmes avec cette réforme en ce sens-là. Après, je rejoins ce que vous disiez. Je pense que c'est très bien d'avoir décloisonné les disciplines. L'enseignement scientifique, c'est très bien. Vraiment, c'était une bonne idée. Mais par contre, avoir négligé les mathématiques pour tous et pour toutes, ça, c'est une grosse erreur. Et juste pour terminer, si on réfléchit un petit peu à la scolarité d'un enfant, il va faire, je ne sais pas, ou elle, 15 ans peut-être d'études. On pourrait se dire, arrêter les maths les 2 dernières années, c'est pas non plus dramatique. Mais en fait, oui, c'est dramatique parce que ces 2 dernières années, on forme aussi les enseignants du primaire. Les professeurs des écoles. Ça, on y viendra, voilà, la formation des professeurs des écoles. Oui. Il y a plein de chapitres, il va falloir qu'on ait le temps de tous les aborder. François Durper, on l'a dit avant, c'était un moyen de sélection, les maths. Peut-être un progrès que ce soit devenu un choix par passion, par plaisir, de la part des élèves. Oui, exactement. On pourrait dire quelle est la place que tu donnes aux maths à l'école. Je te dirais en fait quelle école tu veux faire. Parce que finalement, est-ce qu'on veut une école qui soit
l'éducation de tous, des citoyens, comme vous venez de le dire, l'ouverture d'esprit, de former des citoyens capables de comprendre le monde dans lequel on vit, ou est-ce que l'école, c'est un tri, c'est une sélection, c'est former ceux qui passeront en classe prépa, et puis ensuite iront dans les écoles d'ingénieurs, et puis ensuite dirigeront la société. Alors sans remonter à Bourdieu avec la fameuse reproduction, ce livre où il explique que finalement l'école, ça sert surtout à ça, à reproduire. On peut penser, vous savez, à cette idée de constante macabre, où on dit, voilà, il y a un tiers, un prof de maths, mais alors ça veut dire que vous êtes un prof, et puis vous avez un tiers de bon, un tiers de moyen, un tiers de mauvais, quel que soit finalement le niveau de la classe. Il faut qu'il y ait des nuls en maths, des moyens en maths, des très bons en maths. Oui, mais si l'école s'est formée tous les esprits, on devrait passer à autre chose. Alors pourquoi ? Parce que d'abord c'est arbitraire, parce que finalement ça n'a pas toujours été les maths, la discipline de sélection. Je parlais avec mon père juste avant l'émission, il me disait, moi à mon époque c'était plutôt le grec et le latin, c'était les humanités dans les années 60 pour le vieillir un peu. Est-ce que c'est utile à la société ? Aujourd'hui, on a des boîtes de jeux vidéo qui nous disent il nous faut des historiens, il nous faut des littéraires pour les scénarios, il nous faut pas que des programmeurs, il nous faut Alors une tout à l'heure, on passait un extrait d'Édouard Philippe qui disait on forme 40 000 ingénieurs, il nous en faut le double. Oui. Donc il y a aussi ce discours-là. Et il faut. Et puis, est-ce que c'est, si vous voulez, pertinent ? Est-ce que, par exemple, un médecin, quel niveau de maths il doit avoir ? Quand on commence les études de médecine, quel niveau de maths on doit avoir ? Donc, ça pose plein de questions, et on le voit d'ailleurs quand on assiste à un conseil de classe, le roi des profs, c'est le prof de maths, puis après on donne la parole peut-être aux autres, et puis le prof de sport, lui, c'est pas vraiment le cœur de notre ADN de français, de dire on forme par le PS. Il y a plein d'éléments, je ne sais pas si vous voulez intervenir, Mathieu, sur ce débat. Mathieu, ancien très bon en maths. Non, pas du tout, justement. Et moi, je trouvais que je suis d'accord que ça part d'un très bon principe de ne plus faire des mathématiques le seul critère de sélection des élites et des meilleurs élèves. Parce qu'on peut être très bon dans d'autres matières, et c'est pas pour ça, et nul en maths, et c'est pas pour ça qu'on doit être rejeté ou mis sur le côté de l'enseignement. À part ça, la réforme du lycée en tant que telle, moi je trouve qu'elle a considérablement complexifié les choix d'orientation. Rien que le fait de pouvoir choisir entre 12 spécialités, 3 options en première, 2 options en terminale, et dans ces 12 spécialités, d'avoir des choses qui sont maths complémentaires, maths expertise, on peut prendre maths complémentaires sans faire des maths. Enfin bref, je trouve qu'on a atteint un niveau de raffinement qui est peu démocratique au fond, parce qu'il faut avoir les clés et les codes pour comprendre ça. Donc si vous êtes fils de prof, une fois de plus, c'est tranquille. Avant, tout était simple. L pour lettres, ES pour économique et social, S pour scientifique. C'était un peu au Karcher ou à la hache, je veux dire, mais au moins c'était les gens pouvaient comprendre. Là, je crains que ça donne encore une fois aux meilleurs élèves issus des meilleurs milieux les choix de pouvoir raffiner et les autres d'être assez perdus. Alors je vois Pierre Mathieu qui réagit à ce que vous dites, Mathieu. Donc vous allez pouvoir répondre à cette critique, on va dire, de Mathieu Croissando, et peut-être plus généralement, moi ce qui m'intéresse, c'est cette idée de culture des mathématiques dans la société française. Et est-ce que finalement votre réforme ne pèse pas, ou c'est pas là que le bas blesse dans votre réforme? Double question, donc double réponse. Allez-y. Je crois que Mathieu Croissando, il n'a pas tout compris de la réforme. Il a confondu options et spécialités, puis il a dit qu'il y en avait 12 alors qu'il y en avait 13. C'est pas grave, parce qu'effectivement, c'est un peu compliqué. Je suis un c'est pour ça. Oui, c'est peut-être la preuve que c'est un peu compliqué. Oui, mais attendez, tout changement... Arrêtons de rigoler. Tout changement d'une organisation, d'une intensité de cette importance, puisque je rappelle que c'est la réforme la plus systémique du lycée général depuis 1965, n'est-ce pas? Ensuite, n'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est en train de parler d'à peu près 30% d'une génération. On se focalise en France sur le bac général, on ne parle pas du bac pro et du bac techno, et on ne parle pas des enfants qui ont décroché. Donc, comme d'habitude en France, parce que le bac général, c'est le bac des enfants, on ne s'intéresse qu'à ce bac-là. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus le bac professionnel, le bac technologique, qu'il faudrait aussi revaloriser un petit peu, puis aussi ne pas oublier les décrocheurs qui ont, eux, carrément disparu du système. Une fois qu'on a dit ça, évidemment, on est dans une phase d'acculturation à la réforme,
qui en plus a été perturbée de façon quand même très importante par le Covid. Donc je pense qu'on a quand même besoin d'installer cette réforme dans la durée, et je pense aussi qu'il est complètement normal, comme le ministre l'a dit, que nous ajustions cette réforme lorsque nous constatons que des idées que nous avions eues, dans la pratique, posent un certain nombre de soucis ou de problèmes. Ça me paraît complètement normal, et ça va de soi. Et la question des mathématiques est l'une des questions qui, semble-t-il, est posée et qu'on va aborder, puisque, vous le savez, le ministre va installer une commission dans les heures qui viennent, dans laquelle je vais jouer un petit rôle, qui va regarder les mathématiques. Mais juste pour dire, et pour répondre à Madame la sénatrice tout à l'heure, pour d'abord mettre les 13 spécialités partout, on va convenir que ça n'est pas possible, ne serait-ce que pour des raisons d'organisation. Dans le passé, les 3 séries du bac général n'étaient pas proposées dans tous les lycées, hein. Ils étaient proposés dans 85% des lycées. Là, on a les 7 spécialités les plus importantes qui sont proposées dans 90% des lycées. Donc de ce point de vue-là, c'est un peu mieux qu'avant, même si effectivement, je reconnais, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Mais comment dire, la complication, ne l'oublions jamais, quand on dit les élèves à la fin de la seconde doivent choisir des spécialités qui vont décider de leur vie. N'oublions pas qu'avant, ils choisissaient des séries et que souvent, ils choisissaient ES parce qu'ils n'étaient pas pris en S, ils choisissaient L parce qu'ils n'étaient pas pris en ES, et j'allais même dire, ils choisissaient STMG en bac techno pour ne pas quitter le lycée dans lequel ils étaient. Donc on était déjà dans des mécanismes de choix de séries qui, quelque part, préorientaient déjà les élèves. Bon. Ensuite, si j'en viens aux mathématiques, juste un mot, on n'est pas sur des injonctions contradictoires, mais on doit essayer de tenir ensemble plusieurs logiques, donner une culture scientifique et mathématique à tous les élèves, ça a été dit et c'est très important, puis en même temps, à l'autre bout, préparer à haute dose des gamins qui vont vouloir faire des maths, qui veulent vouloir faire des maths à haute dose pour aller alimenter les cursus de mathématiques de haut niveau, les cursus d'ingénierie, etc. On peut faire les deux en même temps, il faut faire des choix, c'est ça ? Oui, mais non. Mais dernière chose, il ne faut pas isoler le lycée. La France est le pays qui, entre le CP et la terminale, propose le plus d'heures de mathématiques chaque semaine aux élèves, et on est dernier dans le classement de l'OCDE sur les mathématiques. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement simplement une question de volume horaire total d'enseignement de maths ou d'enseignement scientifique qu'on propose aux gamins. C'est aussi la question de qui enseigne, et c'est vrai qu'à l'école primaire, souvent les professeurs des écoles ne sont pas des scientifiques, ce sont plutôt des gens qui viennent de la littérature et des sciences humaines et sociales, et puis aussi peut-être s'interroger sur les programmes et sur la manière dont on enseigne les mathématiques et les disciplines scientifiques. Alors, effectivement, parce qu'il y a un paradoxe, et je voudrais ouvrir ce chapitre. La France, elle compte d'excellents mathématiciens. Tiens, on a pris tout simplement les médailles Fields. Les médailles Fields, c'est un peu le prix Nobel de médecine, sauf que c'est tous les 4 ans. La France, c'est 13 médailles Fields. On est juste derrière, vous voyez, les États-Unis et devant la Russie. Et pourtant, vous venez de l'évoquer, Pierre Mathiot, les enfants français sont parmi les plus mauvais d'Europe en la matière. Comment est-ce possible ? On va répondre à cette question, mais d'abord, on écoute le lauréat d'une médaille Fields, justement, médaille Fields 2010, c'est Cédric Villani. Je lancerai avec ce constat terrible que vous évoquez, calamiteux, c'est le mot que nous employons effectivement avec Charles Torossian, d'un pays en dégringolade en moyenne au niveau de ses performances à l'école primaire, au collège, au lycée, sur la maîtrise des notions mathématiques. Dégringolade, quand on le compare à la fois aux autres pays et par rapport à son histoire passée, on voit que notre pays, sur les 30 dernières années, subit une chute continue qui le voit sur certains indicateurs, par exemple maîtrise des fractions pour nos jeunes têtes blondes, tout à fait en queue de l'OCDE, dernier, avant-dernier, en tout cas une position qui est absolument honteuse pour un pays qui est si fier de sa recherche mathématique. Isabelle Gallagher, comment vous l'expliquez, ce paradoxe apparent ? D'un côté, l'élite mondiale des maths, parce que si on rapporte à la population, on est même premier du classement, et de très loin. De loin. Et effectivement, des élèves, on est dernier des pays de l'Union européenne pour le niveau en CM1 et avant-dernier pour le niveau en 4e. Tout à fait. Oui, avant-dernier pour l'OCDE aussi. Ouais. C'est incroyable. Effectivement, c'est une calamité. Cédric Villani a raison de dire ça. Alors, l'explication, je ne l'ai pas vraiment, mais je pense qu'elle est liée quand même, et on le voit dans la réforme, dans la façon dont on voit les mathématiques aujourd'hui. Et cette réforme, c'est criant quand on voit comment ça a été fait. On en a parlé, il y a les maths expertes. C'est-à-dire que les bons en maths, entre guillemets, les personnes qui ont une appétence pour les maths, ils sont servis. Il n'y a aucun problème. Les maths sont servis sur un plateau, ils font des maths difficiles, peut-être même plus difficiles qu'en terminale S, si j'ai bien vu les programmes. Et donc, les personnes qui ont envie de faire des maths ou des sciences plus tard sont servies. Ce qui manque, c'est tous les autres. Et il y a une quantité énorme de personnes qui n'ont aucune appétence a priori pour les mathématiques. Il faut les aider, il faut apporter les mathématiques, mais pas les mêmes.
on n'a pas besoin de savoir des... Enfin, je ne vais pas donner de termes mathématiques compliqués, mais savoir faire converger une série. La plupart des personnes qui nous écoutent ne savent pas ce que ça veut dire et vraiment, c'est pas grave du tout. Non, ils pensent à Netflix. Voilà, là on la regarde et on peut la regarder facile, plusieurs fois. C'était un peu facile, mais on l'a fait aussi parfois. Oui. Voilà, donc il y a des termes mathématiques, des sujets mathématiques qui ne concernent que les personnes qui auraient effectivement envie plus tard de faire des mathématiques, mais il y a toute une frange des mathématiques qui sont importantes pour tout le monde. Ouais. Et celle-là n'est pas assez bien servie. François Durper, on peut, même pour ceux qui ne vont pas devenir des grands scientifiques ou qui ont envie de faire autre chose, leur donner malgré tout le goût des maths et une culture de base mathématique. C'est le cœur de tout, c'est le plaisir de faire des maths et pour tous, d'apprendre des maths pour tous. Parce qu'il faut se poser la question, quelles mathématiques, effectivement, et comment on enseigne les mathématiques. Finalement, pendant très longtemps, les mathématiques, ça a été une discipline, ça l'est encore souvent, où on se dit, à un moment donné, il y a un plafond de verre. On n'y arrive pas. Moi, c'était en première S, alors j'ai dû faire une terminale A1 à l'époque, parce que il y en a, ça coince beaucoup plus tard, ceux qui sont meilleurs en maths. Mais quand on échoue en maths, on se dit notre cerveau n'est pas fait pour ça. On est nul, on n'y arrive pas, c'est l'échec, c'est catastrophique. Moi, je suis historien, ça n'arrive pas en histoire. On se dit pas, j'ai pas le cerveau fait pour l'histoire. À la limite, on se dit, j'aime pas les dates, ça m'intéresse pas, etc. Mais on se remet pas réellement en cause quand on a un échec en géographie, par exemple. Donc, il y a ça qui se pose, c'est-à-dire de se dire, effectivement, le paradoxe que vous évoquez, il n'est pas uniquement pour la France, parce que le pays qui a le plus de médailles Fields, c'est pas la France, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, vous savez à quel rang ils sont, PISA, pour les mathématiques. Nous, on est au 25e rang, ce qui est catastrophique. Les États-Unis, sur 75 à peu près de mémoire. 38e rang pour les États-Unis. Derrière nous, okay. Ils sont derrière. Donc ça veut dire que cette dichotomie entre des maths pour tous et puis le niveau général de mathématiques des citoyens américains ou français et des maths, j'allais dire, experts, selon votre expression, il y a deux choses. Alors là, il y a une piste dans la réforme, c'est quand même cet enseignement scientifique qui fait qu'on pourrait, par exemple, effectivement, enseigner en se disant pourquoi ne pas enseigner de manière thématique, comme on le fait. On est en train d'entamer cette piste-là, par l'harmonie, par le phénomène vibratoire. On lie par exemple les mathématiques à d'autres matières, à la musique, à l'art, et on ouvre comme ça, parce que finalement à l'origine les mathématiques c'est pas quelque chose comme ça éthéré, abstrait. Pourquoi aussi on ferait pas quelque chose de beaucoup plus concret, de dire voilà à quoi ça sert, parce que finalement il y a beaucoup d'enfants, ils se disent mais à quoi ça sert tout ça, bien leur dire à quoi ça sert et faire aussi par l'expérience, ce qu'on appelle en anglais on dit ça learning by doing. On apprend en faisant, en fabriquant. Tout simplement ouvrir à l'esprit scientifique, c'est peut-être aussi passer à quelque chose de beaucoup moins abstrait. Peut-être pour certains, ça va mieux passer pour beaucoup plus d'enfants. Il y a la question de vous l'avez évoqué rapidement et je voudrais qu'on se concentre un peu sur cet aspect, la question de la formation effectivement des professeurs des écoles. Source Centre national d'études des systèmes scolaires, 80% des professeurs des écoles, on disait avant les instituteurs ou les institutrices, ont suivi des études littéraires ou de sciences sociales. Sylvie Robert, c'est quand même peut-être aussi une partie de l'explication de ce niveau général très bas des élèves français en maths, en tout cas en CM1 ou au primaire. Vraisemblablement, je pense que de toute façon c'est lié, c'est ce que disait Madame, mais je pense que ce qui est quand même intéressant à observer, c'est que vous avez dit, monsieur, l'enseignement scientifique. Dans le tronc commun, si je ne m'abuse, il y a ce qu'on appelle l'enseignement scientifique, mathématiques, physique et sciences, physique, chimie et SVT, sciences. À ma connaissance, les maths peuvent avoir 2 heures dans ce tronc commun de 6 heures, mais ce sont des maths qui forcément ne vont pas être enseignées de la même façon que en spécialité maths, voire maths expert. Donc en fait, ce qui est, moi je trouve assez intéressant et en même temps, là où il va falloir vraiment trouver des solutions, c'est que on se disait que les jeunes allaient prendre maths, spécialité, dans les 3. Finalement,
ils ne prennent pas maths. Donc ça veut dire qu'avant, ils prenaient maths parce que c'était sélectif. Ils sont moins nombreux à prendre les maths Ils sont moins nombreux parce que c'était sélectif et que là, parce qu'on ne leur a pas éveillé le goût des mathématiques, on ne leur a pas effectivement fait comprendre que les mathématiques, c'est nécessaire tout simplement dans la vie et que ça fait partie de la culture générale et que c'est absolument indispensable pour comprendre le fonctionnement de notre pays. Eh bien, finalement, ils ne l'ont pas pris. Alors, on n'a pas parlé des filles, mais c'est encore pire puisqu'il y a aussi une baisse pour les filles. Donc là, se rajoute en plus la question des représentations et du fait qu'elles n'ont pas du tout eu envie de prendre des maths. Donc, est-ce que le remettre dans le tronc commun en tant que discipline, est-ce que ça va régler tout? Je ne le pense pas. Après, vous allez voir comment vous allez travailler parce que vous allez parler de formation. J'observe aussi qu'il y a de moins en moins de professeurs de mathématiques. Il y a une crise quand même un peu de vocation. Globalement, des enseignants pour plusieurs raisons, et on le sait, mais singulièrement aussi au niveau des mathématiques. Donc, si on met les maths en tant que tronc commun, il va falloir plus d'enseignants, ou alors vous rajoutez une spécialité un peu différente. Tout ça, et monsieur, c'était très juste ce que vous disiez, ça va faire partie des combinaisons à prendre sur le parcours du jeune. Et une fois encore, il faut absolument que l'accompagnement soit fait dès le plus jeune âge pour éveiller le goût, pour éveiller vraiment cette nécessité à pouvoir s'ouvrir aussi aux mathématiques en arrêtant de dire que voilà, ça n'est réservé qu'à quelques-uns ou qu'il faut avoir un cerveau complètement adapté à cela, alors que c'est assez incrémental. En plus, il faut l'exercer. Et je me dis qu'à un moment donné, c'est assez, en tout cas, dangereux de pouvoir, pour certains, arrêter complètement les mathématiques. C'est ça qui a alerté tout le monde. Ouais. C'est-à-dire à la fois en première et en terminale, en se disant on va reprendre après, c'est plus difficile, je pense. Le temps file, donc merci de faire des réponses un peu plus courtes. Pierre Mathieu, vous vouliez réagir et répondre à ce que la sénatrice vient de nous dire. Oui, alors, enseignement scientifique en première et en terminale dans le tronc commun. Tous les élèves du bac général suivent ensemble 2 heures d'enseignement scientifique en première et en terminale. Ne nous trompons pas, dans les programmes actuels, à peu près 30% de ces programmes, ce sont des mathématiques. Sauf que, ils ne sont enseignés qu'à 6% par des professeurs de mathématiques et le plus souvent par des professeurs de physique-chimie parce que, comme vient de le dire Madame la sénatrice, il y a des problématiques de vivier de professeurs de maths. Je rappelle que l'année dernière, 10% des postes au CAPES n'ont pas été pourvus parce que le jury a considéré que les candidats n'étaient pas au niveau. Donc on a cette problématique-là. Je rappelle aussi que les élèves font déjà 30 heures de cours par semaine en première et en terminale. Là aussi, ça nous place plutôt parmi les recordman de durée de travail de nos élèves en première et en terminale. Donc si on ajoute des heures pour faire de la place aux mathématiques, ça pose aussi ce type de problème, si vous voulez, c'est-à-dire de charges supplémentaires mises sur les épaules des élèves. Et dernière chose que je voudrais dire, comme l'a dit François Durper tout à l'heure, et je reconnais comme d'habitude sa sagacité, c'est que, en fait, c'est pas la même chose d'enseigner les maths experts, parce qu'on a besoin de super bons en maths et on a besoin d'alimenter. Et c'est pas la même chose d'enseigner les maths, plutôt les maths appliquées, je vais appeler ça comme ça, pour un public qui a un peu peur des maths, ce qui était aussi mon cas quand j'étais au lycée, et pour lesquels les programmes, les méthodes pédagogiques sont pas les mêmes. Et je suis pas complètement sûr que les professeurs de mathématiques au lycée, à qui on demanderait d'enseigner l'un et l'autre, soient tous et toutes en mesure de le faire de façon, disons, adéquate. C'est aussi un enjeu de ressources humaines. Voilà. Et Mathieu ? Pardon, je vais poser une question idiote, mais s'il y a de moins en moins de gens qui veulent l'enseigner, s'il y a de moins en moins d'élèves qui veulent le suivre, et si on est de plus en plus nul, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, une façon de s'interroger sur la façon dont on enseigne les mathématiques ? Dans la discipline elle-même, vous, les professeurs de mathématiques, est-ce que vous ne vous remettez pas en cause sur cet état de fait quand même, qui est crise de vocation chez les élèves et chez les profs et crise du niveau ? Qu'est-ce qui ne va pas, au fond ? Isabelle Guerrière. C'est une très bonne question, je suis assez nette là. Je ne sais pas du tout, honnêtement. La crise des vocations, elle est dans toutes les disciplines, comme vous le disiez. L'enseignement en général, c'est quelque chose qui ne fait pas rêver en ce moment les jeunes, pour plein de raisons dont on pourrait discuter. Pourquoi on veut moins enseigner les maths qu'autre chose ? Peut-être parce que quand on a une formation scientifique, il y a d'autres métiers peut-être mieux rémunérés qui existent. Quand on est scientifique, c'est sûr que choisir le professorat, bon... Et après, le contenu des programmes peut-être aussi. Il y avait des conditions de travail aussi. Je vais ouvrir une parenthèse sur cette campagne présidentielle pour savoir, et je demande à Steve Jourdain, il est là, de me rejoindre, un peu ce que pensent les candidats, peut-être autour de... rebonsoir Steve, autour de cette réforme, et peut-être plus généralement autour de l'école. Il y a bien un clivage droite-gauche quand même qui s'exprime. Oui, lire, écrire, compter, c'était une formule qui avait été popularisée par Jean-Pierre Chevènement, à l'époque ministre de l'Éducation sous François Mitterrand. C'est une formule qui aujourd'hui
aujourd'hui revendiquée par le gouvernement Castex et notamment par Jean-Michel Blanquer. Lire, écrire, compter, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux, Thomas, et ces fondamentaux sont davantage mis en avant par la droite. À gauche, on met plus l'accent sur les nouvelles formes de pédagogie ou sur le renforcement des filières professionnelles. On va le voir dans un instant. Dans le détail, ça donne ça. Valérie Pécresse, elle propose de renforcer l'apprentissage du français et des maths à l'école primaire. 2 heures de français en plus par semaine, 1 heure en plus de maths par semaine. Dans le même temps, Valérie Pécresse propose un examen d'entrée au collège pour contrôler la maîtrise précisément de ces fondamentaux. Chez Marine Le Pen, on propose aussi un renforcement des fondamentaux, un renforcement du français, des maths et de l'histoire. Comment ? Eh bien, en augmentant chaque journée d'école d'1 heure à 1 heure et demie. Marine Le Pen propose aussi de réduire le temps ludique passé en classe. Fini par exemple les fêtes d'anniversaire pour les enfants. Thomas, même objectif de retour aux fondamentaux chez Éric Zemmour. Éric Zemmour qui propose de promouvoir davantage le latin et le grec au collège. À gauche, quelles sont les propositions ? À gauche, on met le paquet sur la méthode d'enseignement plus que sur le volume horaire. Anne Hidalgo propose des états généraux de la pédagogie. Le but, c'est notamment de permettre d'ouvrir l'école à des pédagogies plus inclusives, plus collaboratives. Du côté de Yannick Jadot, on est aussi en faveur d'états généraux sur l'éducation. Yannick Jadot qui demande une pédagogie plus participative, c'est-à-dire moins verticale. Jean-Luc Mélenchon, lui, souhaite mettre en valeur les filières professionnelles. Jean-Luc Mélenchon propose par exemple de construire plus de lycées pro ou encore de rétablir un bac pro en 4 ans contre 3 ans aujourd'hui. Puis on termine avec Fabien Roussel, le candidat communiste qui propose lui d'augmenter le nombre d'heures passées à l'école. Avec lui, ce sera 32 heures par semaine du CP au bac. Pour vous donner une idée, on est aujourd'hui à 26 heures obligatoires au collège. En contrepartie, il n'y aura plus aucun devoir à faire à la maison. Ça devrait faire plaisir à certains parents d'élèves. Merci beaucoup, Steve, pour toutes ces précisions. Voilà, on fait régulièrement dans cette émission, ça répond à l'une de vos demandes, une demande des citoyens. On essaye de donner des éléments sur les programmes des candidats dans le cadre des débats que l'on anime, puisque pour que vous puissiez, j'y arrive, faire votre choix en toute sérénité. Allez, il nous reste un peu moins de 10 minutes et je voudrais qu'on parle des filles et des maths, parce que c'est une autre critique qui a été exprimée contre cette réforme du lycée, la place des filles dans les filières scientifiques, par des élèves de terminale qui suivent au moins 6 heures de maths hebdomadaires. 63% des garçons en 2019, 51% l'an dernier. C'était 45% des filles en 2019, 27% l'an dernier. Ces chiffres, ils inquiètent le mathématicien Jean-Pierre Bourguignon. On l'écoute. On était arrivé, après des efforts continus, à ce que le pourcentage de jeunes filles dans les classes de terminale S soit pratiquement égal à celui des garçons. On était à 48%. Et là, il semble que avec la réforme, le pourcentage de jeunes filles qui ont choisi de faire des mathématiques plus intensives est dégringolé à 10%. Donc en 2 années, on a perdu 20 ans d'efforts. Évidemment, ce n'était pas du tout l'intention. Mais on sait bien que les jeunes filles sont beaucoup plus, beaucoup plus exigeantes sur elles-mêmes, et même si elles font des mathématiques avec plaisir, même si elles ont des bons résultats, elles se disent oui, mais c'est trop dur pour moi. Et ça, c'est dramatique. En 2 années, on a perdu 20 ans d'efforts. Pierre Mathieu, est-ce qu'il exagère, Jean-Pierre Bourguignon ? Non, il se trompe un peu. Alors, je vais m'expliquer en 2 mots. Il ne faut pas confondre les filles qui faisaient S et les filles qui font des maths. C'est-à-dire que les filles, dans le bac précédent, choisissaient S le plus souvent pour aller vers les études de santé. Et très très peu vers les études, disons, de mathématiques, d'accord ? Donc on le voit d'ailleurs, parce que dans les 20% d'élèves qui, en dessous, là, le bandeau, c'est écrit les maths sacrifiés, on se croirait presque sur BFM, faut pas exagérer non plus, il y a 63% des élèves qui font des maths intensives en spécialité, mais bon, passons. Oui, mais enfin quand même, si vous avez été chargé d'une mission pour faire évoluer la réforme, notamment sur les mathématiques, c'est pas un hasard. Oui, non mais alors... Oui, mais vous savez, il y a des effets médiatiques aussi autour des mathématiques en l'espèce dans un contexte préélectoral. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les filles, les 20% de pertes, entre guillemets, d'élèves qui ont fait des maths en spécialité en première et qui les laissent de côté en terminale. Ces élèves, la plupart d'entre eux, beaucoup sont des filles qui prennent maths complémentaires. Pourquoi ? Parce que ces filles ont le projet d'aller vers des études de santé, donc préfèrent garder physique, chimie et SVT et prendre maths en maths complémentaires. Moi, ça me semble plutôt pas mal. Et je donne juste un chiffre pour vous rassurer, je le pense, et j'espère que Jean-Pierre Bourguignon nous écoute. En 2014, en France, il y avait 6000 filles
qui, à l'issue du bac, partaient vers les filières scientifiques dites les plus difficiles, c'est-à-dire notamment les classes préparatoires scientifiques. En 2021, on a eu les premières données Parcoursup, c'est 17 000 filles. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il y a moins de filles qui font des maths en terminale, c'est assez objectif, mais il y a en proportion beaucoup plus de filles qui, après avoir fait des maths en terminale, suivent logiquement cette décision et vont vers des études scientifiques dans l'enseignement supérieur. Voilà. Effectivement, ces chiffres sont importants et intéressants. Isabelle Gallagher, est-ce qu'il y a un manque de modèles de femmes scientifiques encore aujourd'hui en France? La réponse, je pense, elle est oui. Mais est-ce que ça évolue quand même petit à petit, d'après vous? Oui, alors je veux juste rebondir un tout petit peu sur ce qu'on vient d'entendre. Donc je ne sais pas très bien pourquoi on parlait de 2014 comme ça, mais en tout cas, ce qui est un petit peu curieux, c'est que là, j'ai entendu des chiffres et pas des comparaisons. On ne peut pas dire 6 000 filles en 2014 et 17 000, je crois, aujourd'hui, si on ne dit pas par rapport à un vivier. Donc, il faut faire très attention. C'est typique des chiffres qu'on assène sans suffisamment de recul, à mon avis. Il faut faire très attention à ce genre de chiffres. Peut-être. Alors, parler de pourcentage. Je vais vous reposer la question des modèles après, mais Pierre Mathieu, vous pouvez répondre à ça. Écoutez, vous avez raison, il faut être rigoureux, mais les chiffres, entre 2014 et aujourd'hui, il y a à peu près le même nombre d'élèves qui passent le bac général. À peu près, en gros, et il y a la même proportion de filles et de garçons, donc 54% de filles, 46% de garçons qui sont en bac général, et à peu près la même proportion de filles. Voilà, donc je pense que ce chiffre a une certaine valeur. Je pense, si vous voulez, et c'est aussi pour répondre à Madame la sénatrice au début, parce que je ne l'ai pas fait, au moins les premières données Parcoursup 2021, donc la première génération des bacheliers, ça montre quand même que l'orientation dans l'enseignement supérieur se fait beaucoup plus en lien avec ce que les élèves faisaient au lycée, notamment beaucoup plus que lorsque les élèves faisaient S, et qu'ensuite, seuls 50% d'entre eux allaient vers des études scientifiques ou de santé. Seulement 50%. Là, le lien entre ce qu'ils ont fait comme spécialité, notamment les maths, et ce qu'ils prennent dans le sup est beaucoup plus important, et je trouve que ça, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Voilà. Parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de se projeter après le baccalauréat. Alors, la deuxième partie de la question. Vous pouvez juste rebondir une dernière fois. Allez-y. On ira. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais on parle encore une fois des personnes qui savent, qui ont une appétence pour les sciences. On en a parlé déjà. Ces personnes-là, elles ont été sauvées, elles n'avaient pas de problème sur la réforme. Effectivement, si on prend des personnes en L1 maintenant, des étudiants et étudiantes en maths en L1, elles ont fait maths expertes, et voilà, elles ont suivi ce parcours classique. Ce qui est important. Et oui, mais si on a plus qu'avant, finalement, la réforme remplit. Non, il n'y a pas plus qu'avant. Il n'y a pas plus qu'avant. Il y a moins. Il y a moins qu'avant, mais il n'empêche qu'ils sont, en maths experts, il y en a peut-être à peu près autant, mais qui font des maths. Je pense que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est qu'ils font des maths en général. Là, il y en a beaucoup, beaucoup moins, et c'est ça le problème. Maintenant, pour revenir aux filles, effectivement, ça a été une chute terrible. En 25 ans, on est revenu à où on était il y a 25 ans. C'est catastrophique. Alors, effectivement, il y a une des raisons évidentes, c'est qu'on manque de modèles. Si on demande à n'importe qui un exemple de femme scientifique au 18e, 19e, 20e siècle, ça va être compliqué. Quelques noms vont sortir, des noms évidents, un petit peu intimidants, Marie Curie, puis voilà, et ça s'arrête là. Donc ça, c'est un vrai sujet, évidemment, et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles on manque de filles. C'est pas la seule, évidemment. Et ça se retrouve aussi, d'ailleurs, dans les Nobel scientifiques. Si on fait la liste des femmes qui ont reçu un prix Nobel de sciences, elle est rapidement faite au niveau mondial, malheureusement. Il y a un effet pernicieux de l'idée qu'il faudrait une égalité filles-garçons dans des maths qui continuerait à être la discipline qui permet de trier les élèves. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, et il l'a dit Pierre Mathieu, qu'est-ce que les enfants ont envie de faire comme métier plus tard ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie ? Et donc, si une fille se projette sur pilote de ligne, si elle se projette sur ingénieur, sur informaticienne, si on ouvre l'esprit de tous les enfants sur la diversité des emplois qu'ils peuvent occuper dans la société, déjà, ça va débloquer quelque chose. Et c'est ça qu'il ne faut pas prendre les maths et puis ensuite, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Il faut féminiser les métiers, ça féminisera les maths. C'est-à-dire qu'il faut dégenrer peut-être la représentation qu'on a des différents métiers dans la société. Allez, un mot de conclusion, il nous reste moins de 30 secondes. Oui, alors je pense que c'est une question de représentation, mais je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait, c'est comment on enseigne les maths aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir les maths. Et c'est ça, je trouve, il y a une question de sens aussi. Et si on
on n'enseigne pas les maths comme étant extrêmement important au titre de la culture générale et dans des parcours aujourd'hui, dans des nouveaux métiers où on a besoin de maths partout, même quand on est historien. Même. C'est ça qu'il faut réussir. C'est pas les maths experts, c'est pas. Merci, c'est pas on l'a bien filière-là. compris. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. François Durper, je rappelle le titre de votre livre, Les écoles du bonheur, aux éditions Tétraèdre. Voilà, la semaine du bonheur à l'école, le 21 mars prochain. La semaine du bonheur à l'école. La semaine du bonheur à l'école. Dans tous les le jour du printemps. Ce sera le jour du printemps. C'est une très bonne date. Merci encore une fois à toutes et à tous de votre fidélité.